31 degrees, wind southeast at 13 miles an hour, and barometer at 29.70 and falling very slowly. La canicule bien installée sur la France fait exploser les records de température. Hier à Paris, le thermomètre a franchi la barre des 41 degrés. Le dernier bilan établi par les responsables des pompes funèbres fait état de plus de 10 000 morts sur le territoire français. Les autorités ont décrété lundi l'état de catastrophe publique afin d'obtenir l'aide aux personnes sinistres. El huracán Jorge amenaza el estado de la Florida. El gobierno previene a la población de no ceder. L'électricité est revenue sur l'île de Montréal et une partie de la rive sud ce week-end. La vie reprend peu à peu son cours après la tempête de verglas qui s'est abattue il y a 2 semaines. Une importante tempête de neige a frappé le centre et l'est des États-Unis, paralysant notamment la capitale fédérale Washington, ensevelie sous un manteau blanc de plus de 30 cm. Cette tempête intervient à la veille de l'ouverture de la conférence internationale sur la réduction des gaz à effet de serre. Selon une majorité de scientifiques, l'augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre serait en partie responsable des changements climatiques. L'effet de serre naturel, celui dû à la vapeur d'eau, au gaz carbonique, au méthane, est quelque chose d'extrêmement bénéfique en fait, parce que si nous n'avions pas ces gaz à effet de serre, eh bien la température moyenne de la planète serait de moins 18 degrés et ce serait absolument invivable. Grâce à eux, grâce à ces composés tout à fait naturels, eh bien nous sommes à une température moyenne de 15 degrés qui a favorisé en fait le développement de nos civilisations. Donc, mais ce qui nous inquiète, c'est pas ça, c'est l'augmentation de l'effet de serre, en fait liée à l'action de l'homme. Les glissements de terrain et les inondations provoquées par les pluies torrentielles ont fait près de 50 000 morts la semaine dernière au Venezuela. Au cours d'une seule semaine, 251 litres d'eau sont tombés par mètre carré. Les changements climatiques se produisent depuis que la Terre existe. On entend souvent les sceptiques, les soi-disant sceptiques, dire que les changements climatiques ont toujours existé. Et c'est vrai. La question n'est pas de savoir si le climat va changer, bien sûr qu'il va changer. La vraie question est de savoir quel est notre impact sur le climat. Les gens mettent en cause les périodes interglaciaires et le cycle des glaciers, et c'est un phénomène que nous comprenons assez bien. Mais il n'a rien à voir avec l'émission des gaz à effet de serre et leur impact sur le climat. En ce début du XXIe siècle, les perturbations du climat sont perceptibles un peu partout, et les scientifiques s'entendent. Il y a bien réchauffement global. Ce réchauffement est observé surtout dans les régions dites à risque, comme l'Arctique canadien, où l'on commence déjà à percevoir ses effets. À Shishmaref, en Alaska, la dernière tempête a emporté plus de 5 mètres de rivage. Les vents et la mer menacent de jour en jour la communauté de l'île, ce qui a poussé le maire à adresser une nouvelle demande d'aide aux autorités de l'État, de façon à accélérer le déménagement du village. Il y a 3 endroits particulièrement sensibles aux variations climatiques dans le monde. Le premier est l'Arctique de l'Ouest, c'est-à-dire au nord de l'Alaska et au Canada, dans la vallée du Mackenzie. Le second est la péninsule de l'Antarctique, soit la pointe qui se dirige vers l'Amérique du Sud. Et le troisième est l'Arctique sibérien, où le pergélisol fond à des taux sans précédent. La côte recule d'environ 30 mètres par année. C'est assez pour faire paniquer n'importe quel promoteur immobilier. Et l'impact sera évidemment ressenti par ceux qui habitent au nord. Comme dans beaucoup d'autres villages de l'Arctique, les habitants de Saxe Harbour, sur l'île de Banks, subissent les conséquences de l'érosion et de la fonte du pergélisol. Le récent drainage des lacs dans la mer pourrait même priver la population de sa principale source d'eau potable. Quand j'étais enfant, il faisait toujours assez froid. Et à partir du milieu des années 70, on a commencé à remarquer que le climat se réchauffait petit à petit. Dans les années 90, on a eu un été très chaud. Cet été-là, il y a eu des glissements de terrain. Le rivage a reculé et un des lacs a été complètement drainé.
En ce moment, il y a un autre lac qui est sur le point de se vider dans l'océan. Aujourd'hui, on peut voir des espèces d'oiseaux qu'on n'avait jamais vues auparavant. Il y a aussi du saumon. En fait, il y a quelques saumons, alors qu'on n'en voyait jamais il y a quelques années. L'effet des changements climatiques dans ces régions est bien visible. Le déplacement de la frontière de l'Arctique, toujours plus au nord, affecte l'ensemble de cet écosystème fragile. L'arrivée de nouvelles espèces animales et végétales confirme cette migration des écosystèmes provenant du sud. Quand j'étais adolescent, les gens pouvaient prédire le temps qu'il ferait un jour ou deux à l'avance. Aujourd'hui, c'est impossible. Le temps change beaucoup trop rapidement. Encore du mauvais temps sous le ciel de Paris. Et oui, de part et d'autre de l'Atlantique, les dépressions continuent d'entraîner des précipitations. Demain en soirée, le front en provenance de l'ouest amènera avec lui de la neige. Les prévisions météorologiques à long terme font maintenant l'objet d'une véritable science. Pour mieux comprendre le temps qu'il fera à l'échelle globale, les climatologues conçoivent des modèles du climat à l'aide d'outils mathématiques. Pour nous, ce qui définit le climat, en fait, dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est la température, la quantité de précipitations et puis les vents. Donc, en premier lieu, c'est ça l'objectif d'un modèle climatique. Et pour être capable de simuler le déplacement de l'air, eh bien, il faut qu'on l'enferme en gros d'une multitude de parallélépipèdes. Et pour faire ça, on définit d'abord sur la planète une grille, et puis on divise l'atmosphère en couches successives verticales. Et donc on a un parallélépipède dans lequel on suit les lois de la mécanique des fluides qu'on sait définir. Si vous pouviez entrer à l'intérieur de nos simulations climatiques, le temps vous paraîtrait légèrement différent de ce qu'il est à l'extérieur. Mais les conditions climatiques seraient tout de même similaires. C'est un monde qui vous serait familier. Nous essayons de saisir les variations à court terme du climat. Pour vérifier la fiabilité du modèle, on a simulé ici les variations annuelles des températures de surface. Du rouge au violet, le modèle estime la répartition géographique des températures en fonction des saisons. En comparant les prévisions avec les observations réelles, on s'aperçoit que le modèle reproduit assez fidèlement la réalité. Quand on pense au climat de l'Arctique, il ne faut pas oublier que c'est une région qui est elle-même située à l'intérieur d'un immense système climatique. On ne peut pas séparer les deux. C'est important de comprendre que le système climatique a un rôle à jouer. Et ce rôle est de prendre la chaleur excessive qui provient de l'équateur et des régions subtropicales et de la transporter vers le nord et le sud jusqu'aux régions polaires où elle pourra être dispersée dans l'espace. La chaleur est transportée par l'atmosphère et les océans, qui se partagent le travail de façon plus ou moins égale. Disons que la moitié de la chaleur est déplacée par l'atmosphère et l'autre moitié par les courants marins. Le climat polaire se distingue de bien des façons. Notamment, c'est l'un des endroits sur la planète où l'on observe les plus grands écarts dans les températures. Ce phénomène est étroitement lié au cycle d'ensoleillement, où la longue nuit d'hiver fait place en été au soleil de minuit. L'été, on assiste à une véritable explosion de vie. Une faune spécialisée, adaptée à une longue période de glaciation et à une courte période de déglaciation, se développe rapidement. Le couvert de glace, qui occupe une superficie de 14 millions de kilomètres carrés en hiver, diminue de moitié en été. Or, depuis quelques décennies, de nombreuses données scientifiques sont venues sonner l'alarme. En 40 ans, la banquise permanente aurait perdu près de 40% de son volume.
La crue des eaux dans la région du Saguenay au Québec aurait été provoquée par les précipitations exceptionnelles qui sont tombées entre le 17 et le 27 juillet. Il est tombé plus de 2000 mm de pluie, ce qui équivaut au double de la moyenne de ce que reçoit la région en temps normal. Les services d'électricité et de téléphone ont été interrompus. Des centaines de maisons ont été emportées par la crue et on estime les dommages à plus de 600 millions de dollars. Les autorités ont annoncé aujourd'hui qu'environ 16 000 personnes ont été évacuées de leur maison et que 7 personnes sont mortes, dont 2 enfants. Lorsqu'on considère toutes les données, on peut voir que l'augmentation de chaleur est considérable. En étudiant les carottes de glace, on se rend compte que le réchauffement est en marche. Les faits sont incontestables. En fait, les calottes et les couvertures glaciaires sont des archives des atmosphères et des températures passées. Lorsqu'on creuse, on voit d'abord de la neige propre et ensuite de la neige de l'été dernier. À la main, on peut réussir à extraire une carotte d'une vingtaine de mètres. Cette neige est probablement tombée l'année dernière. On va la transporter au laboratoire, la couper, la faire fondre et ensuite on pourra l'analyser. Au nord est la neige printanière, qui est la plus sale. En été, la neige est un peu plus propre. Et par la suite, elle redevient sale en hiver, et surtout au printemps. On peut voir les couches qui se superposent, un peu comme les anneaux de croissance d'un arbre. Dans l'Arctique canadien, quand on perce un trou au milieu d'une calotte glaciaire, on creuse jusqu'au fond rocheux et on trouve de la glace datant de la dernière glaciation. On obtient donc des résultats assez exhaustifs, d'il y a environ 11 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Chose surprenante, après la période glaciaire, le réchauffement a été très rapide. En fait, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Depuis, les températures se sont rafraîchies continuellement, jusqu'à il y a environ 150 ans. Ensuite, il y a eu un réchauffement rapide, suivi d'un petit palier. Puis, les températures ont recommencé à monter à partir de 1985. Les derniers résultats démontrent que 50% du réchauffement est causé par le dioxyde de carbone. Et d'où provient cet oxyde de carbone? Des combustibles fossiles, évidemment. Dans les pays industrialisés, les émissions de gaz carbonique proviennent à peu près à parts égales de la production industrielle, des déplacements motorisés et de la consommation domestique. Cette courbe représente l'augmentation de la teneur en gaz carbonique depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 21e siècle. En fait, en 1880, les teneurs étaient de 300 parties par million. C'était des teneurs tout à fait naturelles. Elles ont commencé à augmenter au milieu du XXe siècle sous l'effet des activités humaines. Disons actuellement, les émissions de gaz carbonique correspondent à 7 milliards de tonnes de carbone par an. Et dans ce scénario, à la fin du XXIe siècle, nous allons à 25 milliards de tonnes de carbone par an. Évidemment, c'est un scénario qui est maximum et dont on espère qu'il ne sera pas suivi parce qu'il n'a aucun sens vis-à-vis du problème que nous abordons. Il suffit de comprendre pour ça que, disons, chaque année, la biosphère continentale et océanique absorbe entre 2 et 3 milliards de tonnes de carbone. Et bien sûr, pour stabiliser l'effet de serre, eh bien, il faut que les sources soient égales à ces pluies. Donc on voit là que c'est plutôt un facteur 10 entre ce qu'on émet et ce qu'il est souhaitable d'émettre pour stabiliser le niveau d'effet de serre.
une partie des émissions de gaz carbonique est captée par les forêts et les océans. Ce CO2 est ainsi retiré de l'atmosphère et emprisonné dans ce que l'on appelle les puits de carbone. La mer de Beaufort, recouverte de glace une bonne partie de l'année, est délimitée par le plateau continental au sud et la calotte polaire au nord. Le détroit du Mackenzie qui se jette dans la mer de Beaufort apporte une grande quantité d'eau douce et de sédiments dans cette mer intérieure. Dans ce secteur, l'étude des fluctuations du CO2 présente un intérêt nouveau. Le projet CASES, qui est Canadian Arctic Shelf Exchange Study, et puis qui se traduirait par l'étude internationale du plateau continental arctique canadien, est une étude multidisciplinaire, écosystémique. Contrairement aux autres études du passé qui étaient un peu monospécifiques, on est ici pour comprendre tout l'écosystème, donc de l'atmosphère au climat. On a des climatologues ici à bord, des gens qui regardent les échanges atmosphériques entre l'atmosphère et l'océan, et aussi surtout un très gros contingent de biologistes et de chimistes et de biogéochimistes qui essaient de comprendre tous les processus de la colonne d'eau, donc des virus jusqu'aux baleines, et même aussi des gens qui travaillent sur le benthos avec le carottier à boîte, donc de la fixation du carbone dans la couche de surface jusqu'à sa séquestration dans les sédiments ou son transport latéral dans les courants. Tout est couvert. Plusieurs chercheurs de près de 10 pays vont participer à CASES au cours de 2 prochaines années. Le premier volet de ce programme de recherche consiste à mesurer et comprendre la dynamique des différents gaz qui circulent dans le système atmosphérique. On comprend l'importance de cette recherche quand on sait qu'une faible modification des échanges atmosphériques peut avoir un impact considérable sur les cycles naturels de ce milieu. Dans l'Arctique, une petite variation climatique peut causer de grands changements environnementaux, surtout lorsque les températures sont près du point de congélation de l'eau de mer. Par exemple, lorsque les températures diminuent, la quantité de glace augmente. Cette glace réfléchit la lumière du soleil, empêchant le réchauffement de la mer, ce qui va rafraîchir encore plus les températures ambiantes. De la même façon, si les températures augmentent, et il n'est pas nécessaire que ce soit toute l'année, un léger réchauffement au printemps ou en automne suffit, surtout lors du gel ou du dégel de la banquise. Si c'est le cas, la glace va fondre plus tôt et se former plus tard. Et lorsqu'il y a moins de glace, l'océan absorbe une plus grande partie des radiations solaires. Et ces radiations solaires réchauffent l'océan. Donc, si les températures augmentent, elles augmenteront de plus en plus. Dans le bassin central de l'Arctique canadien, la glace de mer se forme à l'automne, lorsque les températures sont plus fraîches. L'océan gèle à environ -1 degré, -1,8 en fait. Et cette glace forme une calotte qui sépare l'océan de l'atmosphère. C'est ce qu'elle fait de plus important. Elle ralentit les déplacements énergétiques entre l'océan et le ciel. Dès que le couvert de glace apparaît et se consolide, l'air se rafraîchit considérablement. Si cette première glace ne fond pas complètement à la fin de la saison, elle va demeurer en place pendant la période de dégel estivale et elle devient ce qu'on appelle une glace de plusieurs années. Et lorsqu'elle survit d'été en été, elle devient de plus en plus épaisse. Dans l'Arctique, la glace circule dans un immense tourbillon océanique. Et avec le temps, le courant entraîne cette glace dans le détroit de Fram, puis vers l'Atlantique Nord, où elle finit par fondre. L'Arctique possède un système de courant très particulier, comparable à un système cardiovasculaire. Des masses d'eau provenant de l'Atlantique et du Pacifique se mêlent aux eaux douces des estuaires, avant d'entreprendre une série de parcours complexes autour des bassins arctiques. Ces grandes masses d'eau ressortent ensuite dans l'Atlantique, le long de la côte Labrador et sur la côte est du Groenland. Elles rejoignent alors les eaux chaudes et salées du Gulf Stream et se mêlent ainsi aux grands courants océaniques qui parcourent la planète. Dans ce secteur, la rencontre permanente de grandes masses d'eau, de densités différentes, pousse les eaux froides vers le fond océanique, activant ainsi le courant de convection à l'échelle de la planète.
Cette circulation océanique contribue de façon significative à la régulation du climat. Dans son déplacement vers le nord, le Gulf Stream disperse une partie de sa chaleur dans l'hémisphère nord, ce qui explique pourquoi l'Europe de l'Ouest a un climat tempéré. Une variation dans les températures de l'eau ou une modification de la quantité d'eau douce provenant de l'océan Arctique pourrait perturber ce système océanique planétaire. Si le Gulf Stream venait à ralentir, nous subirions une importante variation climatique. Il est impossible de dépeindre avec clarté et précision comment la planète va réagir face à ces changements. Toutefois, si on bâtit notre société, notre agriculture et notre économie en comptant sur le fait que les choses ne changeront pas, alors on fait une grave erreur. Je suis heureux de vous accueillir à Idriss. Oui, d'autant plus que pour moi, c'est la première fois que je viens ici. En fait, les chercheurs... Pour essayer de prédire comment la planète va réagir, les scientifiques s'en remettent à des modèles climatiques qui intègrent des variables toujours plus nombreuses. Ces simulations requièrent un nombre astronomique d'opérations mathématiques. Même les supercalculateurs doivent peiner pendant près d'1 an pour simuler un siècle d'évolution du climat. Qu'est-ce qu'on utilise ici en climatologie principalement ? Disons, ces machines, l'ensemble de ces 3 machines ici, qui sont des supercalculateurs vectoriels, produisent environ 300 milliards d'instructions, d'opérations par seconde. Et elles fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et malgré cela, Selon les modèles climatiques, en 2050, ce sont les régions polaires qui seront les plus affectées par le réchauffement. Actuellement, les modèles prédisent que la glace de mer pourrait être absente de façon saisonnière dès l'année 2050, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de couvert de glace en été. Cela engendrerait de très graves conséquences. Le climat dans l'hémisphère nord ne serait plus le même, puisque l'atmosphère recevrait beaucoup d'énergie de l'océan pendant toute l'année. L'océan subirait lui aussi des changements, puisqu'il recevrait des radiations solaires qu'il n'aurait jamais eues en temps normal. Les conséquences peuvent être très lourdes. Nous ignorons exactement ce qui arrivera si un tel scénario se produit. C'est pour ça que nous consacrons autant d'efforts et que nous effectuons des recherches aussi minutieuses sur la glace de mer. Nous devons comprendre dès aujourd'hui ce qui se passe si on veut effectuer des prédictions raisonnables sur ce que l'avenir nous réserve. En ce moment, dans l'Arctique, dans les mers couvertes de glace saisonniers, comme la mer de Beauport ici, un des facteurs limitants, c'est la lumière. Donc, malgré qu'il fait clair 24 heures sur 24, sous la banquise, la lumière est encore fermée. La productivité est encore limitée. Les seuls organismes, en fait, qui réussissent à vivre, c'est les algues des glaces. Donc, il y a quand même un écosystème qui dépend de ces algues des glaces, qui est adapté à brouter ces algues des glaces, surtout des petits copépodes, des petits crustacés très riches en lipides, qui, eux, sont à leur tour bouffés soit par des larves de poissons ou des amphipodes un peu plus mysto, un peu plus carnivores, un peu plus gros. Dans l'Arctique, tout est lié à un cycle de la lumière très particulier. Les organismes marins sont adaptés à un été bref, mais très productif. La chaîne alimentaire de l'Arctique ne comprend que quelques maillons. Le transfert de l'énergie vers le sommet de la pyramide est donc très efficace.
de la diatomée aux propépodes, aux petits poissons comme la morue arctique, aux phoques, et finalement à l'ours polaire. Les ours polaires ne mangent que lorsqu'il y a de la glace. Dans une certaine mesure, ils se nourrissent aussi en été, mais ce ne sont que des sources d'appoint. Pour se nourrir convenablement et pour prendre du poids afin de survivre pendant l'été, ils ont besoin d'une plateforme de glace. Les phoques annelés sont leur principale source d'alimentation. Et s'il n'y a plus de glace, les ours ne peuvent pas chasser les phoques. La glace est essentielle à leur alimentation. La population d'ours polaires ici, dans la baie d'Hudson et la baie James, est la plus méridionale du monde. Et on pourrait soutenir qu'ils ont trouvé un équilibre très fragile dans cet environnement. En été, les ours ne mangent plus à partir du moment où ils quittent la banquise en juillet, à moins qu'ils trouvent un beluga qui s'est échoué, un caribou mort ou une charogne quelconque. Pour survivre pendant l'été, ils doivent dépendre de leurs réserves en gras. S'ils ont moins de temps pour accumuler leurs réserves de graisse pendant l'hiver, lorsque la banquise est là, cela aura évidemment une incidence sur leurs chances de survie pendant l'été. Depuis quelques années, on a observé que la banquise se formait plus tard que d'habitude. En moyenne, le gel débute avec un retard de 2 semaines par rapport aux années passées. Et on a aussi observé que la banquise quittait la baie 2 semaines plus tôt. Une des conséquences les plus lourdes concerne les jeunes femelles qui ont mis bas. Pour les ours qui vont dans la baie pour se nourrir en novembre, ils peuvent s'alimenter jusqu'en juillet. S'ils ont 2 semaines de moins pour se nourrir, les conséquences sont néfastes, mais elles sont plus faciles à surmonter. Ce n'est pas le cas pour les femelles qui arrivent avec leur nouveau-né en mars ou en avril. Elles n'ont que 4 mois pour se nourrir, et parfois moins. Si les glaces quittent la baie 2 semaines plus tôt, leur alimentation diminue d'environ 15%, ce qui est considérable. Si cette tendance se maintient, les ours n'auront pas assez de temps pour nourrir leurs oursons, pour se nourrir elles-mêmes, et surtout, pour survivre pendant l'été. Si les modèles sont exacts et qu'il y a effectivement disparition de la calotte polaire en été, vers 2050, nous assisterons à la disparition pure et simple de plusieurs espèces animales qui dépendent de la glace.
Mais qu'en est-il des formes de vie sous-marine qui sont adaptées à vivre sous la glace? Pour être en mesure de prévoir les effets de la disparition de la banquise, les scientifiques doivent d'abord comprendre l'évolution de ce système et son fonctionnement actuel. Ils doivent évaluer sa biodiversité et savoir comment la variabilité de l'environnement physique influence les cycles de vie actuels. Pour cela, les chercheurs doivent analyser la biochimie de la colonne d'eau à différentes profondeurs et reprendre les études à la base de la vie, en commençant par les virus et les bactéries. La première étape est de prélever des échantillons à différentes profondeurs dans l'océan. En fin de compte, on essaie de comprendre la structure et le fonctionnement de cet écosystème. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment réagira-t-il dans quelques années? Comment a-t-il réagi face aux variations climatiques qu'il a subies dans le passé? Les espèces que nous étudions sont difficilement accessibles. Nous devons utiliser des techniques de pointe pour pénétrer plus à fond. En fait, c'est seulement depuis quelques années que nous avons les outils pour nous rendre sous la surface de l'océan afin d'étudier la biodiversité de cet environnement extraordinaire. Et au cours de nos travaux, nous avons observé que cet écosystème est incroyablement riche et ce, à tous les niveaux. C'est formidable. Nous sommes au XXIe siècle et nous n'avons toujours pas de nom pour la plupart des espèces qui représentent une grande partie de la biomasse des océans. Une des principales questions est quelle est la quantité de carbone disponible pour le reste de la chaîne alimentaire? Quelle quantité disparaît? Où sont les puits de carbone dans cet écosystème? Nous savons qu'une partie du carbone est utilisée par les espèces microscopiques, mais nous devons comprendre l'équilibre entre ces différents processus, si nous voulons prévoir l'évolution des fluctuations du carbone et des différents flux énergétiques. L'absence d'une calotte polaire change tout, que ce soit au niveau de la structure de cet environnement, de la nature des habitats ou des êtres vivants qui y habitent. Les espèces vont changer sans aucun doute, et il y aura des gagnants et des perdants. Déjà, des écosystèmes complets ont disparu au nord de l'Arctique. Les écosystèmes qui dépendent de la glace, par exemple, disparaissent. D'anciens écosystèmes qui datent de plusieurs milliers d'années se sont effondrés à 50, 60 ou même 70%. Il y a certains types d'écosystèmes qui ne feront plus partie de l'environnement arctique. Les espèces seront remplacées par d'autres organismes. Les scientifiques commencent à peine à comprendre le rôle des océans sur les fluctuations du carbone dans l'atmosphère. Ces recherches vont enrichir de nouveaux modèles climatiques qui seront peut-être en mesure de prédire les véritables gagnants ou perdants des changements annoncés.
C'est un écosystème qui vit au rythme de la glace et des cycles de glaciation et de déglaciation. Et ces processus subiront d'importants changements qui auront de lourdes conséquences. En observant les modèles, les tendances et les données, on peut imaginer différents scénarios. On montre ensuite nos résultats aux politiciens. On leur dit, voici les prévisions pour le futur. Maintenant, qu'allez-vous faire? C'est encore l'état d'urgence à Prague aujourd'hui suite à la pire inondation du siècle. Les remparts de fortune installés hier pour protéger l'opéra ne suffisent. We're now in an energy crisis. And that's why I've decided to not have mandatory caps on CO2. We'll be working with our allies to reduce greenhouse gases, but I will not accept a plan that'll harm our economy and hurt American workers. And this shows you the projected change in surface temperature. Ceci montre les changements annuels de température sur la surface de la Terre. Le calendrier continue d'avancer une année à la fois jusqu'à ce qu'on atteigne 2100. On peut voir que petit à petit, les couleurs changent partout sur la surface de la Terre. Le rouge indique que les températures augmentent. À moins de modifier nos émissions de gaz à effet de serre, les modèles nous prédisent des écarts de température qui pourraient dépasser ce que la Terre a connu lors de la dernière glaciation. Dans ce scénario, la température moyenne de la planète aura augmenté de 3,5 degrés, mais c'est inégalement réparti, c'est-à-dire que les réchauffements sont plus importants sur les continents là où nous vivons. Par exemple, pour l'Europe, ça va de 4 à 6 degrés. Disons, Moscou aura la température de Paris et nous, Parisiens, aurons la température d'Alger. Donc ce sont des changements climatiques vraiment majeurs et qui se traduiront avec des conséquences visibles, y compris dans nos régions. Première conséquence visible, on pense que la moitié des glaciers alpins aura disparu. Les glaciers, peu importe où ils sont situés, sont semblables au solde d'un compte en banque. Lorsque la neige tombe sur eux en hiver, elle tombe évidemment de haut en bas. Et lorsque l'été arrive, la neige des sommets demeure en place alors que la neige située à un niveau plus bas commence à fondre. Et si elle fond plus qu'elle ne s'accumule, au fil des années, notre compte en banque devient à découvert. Depuis environ 25 ans, le solde des glaciers dans l'Arctique canadien est de plus en plus négatif. À l'échelle globale, les glaciers sont en train de fondre. C'est le cas de presque tous les glaciers que nous connaissons dans l'Arctique. Et l'eau qui est libérée se déverse dans les océans. C'est un des phénomènes qui complique l'étude de l'érosion côtière. Parce que la fonte des glaciers fait augmenter le niveau des océans. Et plus la planète se réchauffe, plus le niveau des océans augmente, puisque les liquides prennent de l'expansion lorsque la température augmente. Autrement dit, plus l'eau est chaude, plus elle se dilate et fait augmenter le niveau des océans. En plus de ces deux phénomènes, il ne faut pas oublier qu'il y a de moins en moins de glace de mer. Et comme ici, dans la région de Mackenzie, ceci contribue également à l'érosion côtière. Parce que lorsqu'il y a moins de glace, les vagues sont plus grosses, elles sont plus dynamiques, et elles peuvent se rendre plus loin à l'intérieur des terres, ce qui leur permet d'éroder la masse terrestre plus efficacement qu'elles ne le feraient en temps normal. Évidemment, l'érosion côtière a de nombreuses répercussions sur les communautés locales. Et la situation à Tuktoyaktuk est particulièrement problématique à cause de la communauté qui habite ici. Ils ont beaucoup de difficultés à préserver leurs terres, à protéger leurs maisons et leurs infrastructures pour les égouts, l'électricité, etc. Au niveau de la mer, là, il y a une inertie formidable, c'est-à-dire que comme la dilatation touche l'ensemble de l'océan, eh bien, elle va continuer inexorablement, c'est-à-dire si c'est 50 cm à la fin du siècle, ça sera encore 50 cm à la fin du siècle suivant, mais surtout, il y a, à partir d'un certain moment,
qui est dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où autour du Groenland les eaux se réchauffent de plus 5 degrés, eh bien on craint une fonte partielle du Groenland. Et ça, la disparition de la moitié du Groenland, c'est 3 mètres du niveau de la mer supplémentaire. Et donc en gros, entre la dilatation et ça, eh bien, il y a un risque de 5 à 6 mètres d'augmentation du niveau de la mer supplémentaire, non pas pour le 21e siècle, mais disons pour le 23e, 24e. Mais c'est quelque chose qu'on laisse, c'est-à-dire que si on est à la fin du 21e siècle dans cette position, eh bien ça sera pratiquement inexorable et je dirais irrattrapable. Et ça, je crois qu'on n'a pas le droit de le faire. Les projections climatiques pour les 20 prochaines années ne sont pas sensibles aux variations et aux différents scénarios des émissions des gaz à effet de serre pour ces mêmes années, puisque ce réchauffement sera causé par les émissions passées. C'est ce que les climatologues décrivent comme un réchauffement déjà engagé. Nous avons déjà hypothéqué le futur en changeant la composition de l'atmosphère. En ce moment, le système climatique n'est pas en équilibre puisque la composition de l'atmosphère se transforme. Alors, même si nous ne changeons pas la composition des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, même si nous parvenons à stabiliser la composition atmosphérique, le climat continuera de se transformer et de chercher un nouvel équilibre. Il ne faut pas oublier que l'Arctique fait partie d'un système climatique très vaste. Et ce système a tendance à se protéger. Si on l'agresse, il peut riposter. Il y a 3 idées qui ont été avancées quant à ces façons de riposter. Il y a d'abord la fermeture ou la transformation du courant de convection océanographique planétaire. La seconde est le changement de l'albédo de la glace de mer. Et la troisième, qu'on a souvent ignorée, mais qui peut avoir des répercussions très sérieuses, est la libération du dioxyde de carbone et du méthane, qui est lui aussi un gaz à effet de serre, à partir du pergélisol et de la couche d'hydrate de méthane enfouie dans le sous-sol de l'Arctique. Il s'agit d'une portion différente du cycle du carbone. Les océanographes étudient actuellement le cycle rapide du carbone. Quelle partie de la biomasse sera recyclée dans la chaîne alimentaire? Alors qu'ici, il est question du carbone qui a été entreposé dans la planète depuis des millions d'années, qui pourrait se libérer de façon catastrophique dans l'atmosphère, risquant d'augmenter la formation de gaz à effet de serre. Il y a de nombreuses projections, leur nombre ne cesse de grandir. Et elles laissent entendre qu'avec un climat plus chaud que celui d'aujourd'hui, il faut s'attendre à voir des précipitations plus intenses. Et aussi un changement par rapport à la répartition des précipitations. Et on s'attend à ce que ces précipitations extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes. Pendant que la sécheresse et les feux de forêt ravagent de son avis, le nord de l'Europe se déplie des biens. Dans plusieurs villes, la pluie et les vents violents des derniers jours ont paralysé les moyens de transport et les activités économiques. Disons aussi, en gros, un climat plus variable, avec plus d'extrêmes. Et ça, on voit que ne serait-ce qu'à travers les assurances, eh bien, le vrai problème, c'est pas la moyenne du climat, où c'est un problème évidemment, mais c'est aussi sa variabilité. On craint une variabilité plus importante avec, vraiment, nous n'avons pas la preuve, mais des risques dans un climat plus chaud de plus de tempêtes, de plus de tornades, et finalement de plus d'effets adverses vis-à-vis des infrastructures et de notre vie de tous les jours. La science nous aide aujourd'hui à comprendre le seul environnement que nous possédons, la Terre. L'équilibre naturel légué par l'évolution est loin d'être immuable.
Nous jouons tous un rôle dans les variations climatiques que nous observons aujourd'hui. Inévitablement, nos habitudes de vie actuelles influenceront le climat de demain. Comment allons-nous réagir face à tous ces changements? S'adapter ou disparaître, telle est la première loi de la nature. Si on veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre, on doit atteindre des niveaux beaucoup plus bas et réduire nos taux de plus de 50% partout sur la planète, y compris en Inde et en Chine. Des niveaux plus bas que ceux de 1990. Et cela très rapidement. On sera alors stabilisé à des niveaux 4 fois plus élevés que ceux de l'ère pré-industrielle. Des niveaux jamais observés depuis que les dinosaures régnaient sur la Terre. J'ai une horloge sur mon bureau avec un petit ours polaire qui flotte sur l'eau. Elle me rappelle que le temps passe. Il faut commencer les préparatifs. Il faut intervenir si nous voulons conserver ce que nous avons. Et j'espère que mes petits-enfants ne regarderont pas mon horloge en pensant « Qu'est-ce que c'est que cet ours blanc-là » Pour avoir confiance en l'avenir, nous devons agir immédiatement. On dit souvent que lorsqu'il y a absence d'informations, les décisions sont basées sur l'hypothèse que les choses ne changeront pas. Les politiques sont établies comme si on vivait dans un monde figé, alors que nous savons très bien que les changements climatiques sont réels et à grande échelle, et qu'ils ont lieu depuis que la Terre est une planète. Nous devons mettre à profit nos talents et faire tous les efforts possibles afin de nous préparer pour les changements inévitables que nous subirons. De Singapour à Manille, les masques anti-pollution sont placés sur les visages alors que les feux de forêt indonésiens font toujours rage. En ce qui concerne l'avenir de la planète, je crois qu'on n'insiste pas assez sur l'importance de l'accroissement de la population qui fait en sorte que nous dépensons de plus en plus d'énergie. Si nous reprenons le contrôle de nos dépenses énergétiques, les choses peuvent s'améliorer, mais ce ne sera pas facile. Ce sera un parcours très difficile pendant au moins 50 ans, et peut-être même une centaine d'années. Au sud-ouest de l'Oregon, de feux de forêt de 75 000 hectares sont à 3 km l'un de l'autre et se rapprochent petit à petit. Près de 400 personnes ont déjà quitté les communautés d'O'Brien, Cave Junction, Selma et Kirby. Et plus de 17 000 résidents ont été prévenus qu'ils devront peut-être quitter leur maison en moins de 30 minutes. L'État a déjà combattu plus d'1 millier d'incendies qui ont tous été causés par la foudre et qui ont brûlé 140 000 hectares. Il faut rester optimiste parce que c'est vrai aussi que ce n'est qu'un des problèmes sur notre planète. J'espère qu'on pourra y arriver, mais c'est toute une culture, à la fois au niveau de production d'énergie, d'utilisation d'énergie, de déplacement qui est à inculquer et qui est à prendre en compte et qui, dans notre esprit, la seule façon de prendre en compte, c'est de commencer tout de suite à avoir des mesures concrètes, même si elles ne sont pas terriblement efficaces dans un premier temps. La seule façon d'entraîner, par exemple, les pays en voie de développement, c'est nous-mêmes de nous imposer des contraintes. Les usines situées au cœur de la zone industrielle du nord de l'Italie essaient de revenir à la normale après les inondations qui ont ravagé la région. Et ce sont les agriculteurs qui semblent être les plus touchés par la catastrophe. Les récoltes sur de nombreuses terres agricoles. Les changements climatiques sont certainement un problème qui concerne tout le monde, mais qui n'a pas été causé par tout le monde. C'est le monde industriel qui a créé ce problème, et ce problème ne respecte pas les frontières. Son impact est ressenti partout dans le monde. Je crois que c'est aux pays développés de venir en aide aux pays en développement, en transférant des technologies plus propres et en assistant ces pays pour qu'ils puissent s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Mais nous devons agir en leader, parce que c'est nous qui avons causé le problème et c'est à nous de trouver la solution et de l'offrir aux autres. En fait, je crois que la plupart des gens ne se sont pas encore rendus compte qu'il existe un rapport important entre les changements climatiques et la question de la sécurité internationale. Quand un problème est créé à un endroit et qu'il en cause ailleurs,
On sème le mécontentement. Il n'y a pas eu une goutte de pluie depuis plus de 5 semaines dans les provinces de l'Ouest. Cette sécheresse qui dure depuis trop longtemps prive les éleveurs d'une partie de leur fourrage et fait chuter les rendements. Dans ce contexte, les agriculteurs ont plus que jamais les yeux rivés sur le baromètre. À l'échelle de l'histoire de la Terre, nous vivons des changements climatiques accélérés. Les scientifiques prédisent toute une série de bouleversements aux effets dévastateurs si rien n'est fait pour y remédier. Grâce à l'Arctique, nous sommes en mesure de saisir l'ampleur des phénomènes en cours. Accepter la disparition des formes de vie qui dépendent de la glace, c'est sacrifier une part non négligeable de la biodiversité dont nous ne sommes nous-mêmes qu'une partie. Dans l'histoire de l'évolution, les êtres vivants se sont adaptés aux variations du climat en se déplaçant d'une région à une autre. Mais demain, où iront se réfugier les espèces de l'Arctique ?